bras de fer qu'il a toutes les chances d'emporter. Les islamistes réclament tout bonnement la mise à mort de la laïcité que les autorités publiques ont commencé à saborder par des subventions déguisées en baux amphithéotiques à 1 euro, par la subvention de pseudo-centres culturels qui cachent mal de véritables mosquées arborant des minarets, symbole d'une religion conquérante. Voulant à terme imposer la charia, loi islamique incompatible avec les valeurs multiséculaires de notre pays, ne serait-ce que concernant la conception archaïque de la femme, les islamistes occupent des rues en toute impunité afin de forcer les autorités publiques à construire de nouvelles mosquées, alors qu'il y en a déjà plus de 2000 sur notre territoire national. Après avoir fait en sorte de bannir la viande de porc dans de nombreux établissements scolaires, certains islamistes exigent maintenant que la viande servie dans les services de restauration collective soit abattue en respectant le rituel musulman. La violence de ce rapport de force fait craindre pour l'immédiat futur de graves troubles ethnico-religieux, troubles dont on constate les prémices dans le niveau d'insécurité émanant de jeunes gens issus du monde musulman qui brandissent leur appartenance religieuse comme l'étendard de la conquête de notre pays et de la mise à mort de notre civilisation. La société virile du service militaire et de l'engagement politique de ma jeunesse a fait place à celle de l'affichage des sentiments et de l'émotion des pleureuses médiatiques qui préfèrent crier au dérapage, s'offusquer de la dénonciation d'un scandale plutôt que du scandale lui-même. Pour ces nouveaux clercs de la bien-pensance, ce qui est choquant, ce n'est pas l'islamisme, c'est le dénoncer par une affiche que l'on fait interdire par une justice aux ordres sur demande du parquet, hiérarchiquement soumise au gouvernement. Ceux qui prétendent nous gouverner sont plus choqués de voir une femme en burqa en dessin que dans la rue, plus choqués de voir l'ombre d'un minaret sur un document de propagande électorale qu'un véritable minaret dans notre paysage urbain européen, plus choqués de voir une carte de France peinte aux couleurs du drapeau algérien que d'en voir les milliers arborés sur des t-shirts par des jeunes gens d'origine étrangère revendiquant leur haine de la France. Alors que l'on ne cesse de nous répéter à longueur de débat sur l'immigration qu'ils sont français comme nous, tandis que certains d'entre eux n'hésitent même plus à brûler sur la voie publique notre drapeau national. Ils sont plus choqués que l'on dénonce en appelant un chat et une occupation, celle de nos rues et de nos espaces publics par des islamistes prosélytes. Mais il faut rappeler que 40 ans après De Gaulle qui définissait les Français comme avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne, Chirac, alors président de la République, le plus mauvais de notre histoire, avait quant à lui déclaré « Les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes ». En refusant que toute référence aux origines chrétiennes de l'Europe soit présente dans le projet de constitution européenne, comme c'est aussi le cas aujourd'hui dans le calendrier imposé cette année aux lycéens par l'Europe et dans lequel seules les fêtes chrétiennes sont supprimées. 40 années de lâcheté et de haine de la nation ont ainsi suffi à transformer une France chrétienne et laïque en une France incroyante en voie d'islamisation. Le désespoir jusqu'au milieu des années 70, les Français pouvaient jouir des richesses de leur pays dans une société au progrès matériel et social constant, avec un chômage minime et une progression
régulière du niveau de vie. Mais aussi cela peut étonner les jeunes générations, la fin de la génération de l'électricité, du téléphone et de l'eau potable à l'ensemble de la France. Aujourd'hui, le chômage massif touche un quart de la jeune génération, sacrifiée par des décennies de démagogie. Le niveau des classes moyennes, particulièrement depuis l'arrivée de l'euro, ne cesse de régresser. Français modestes, acculés par les impôts et taxes divers que Sarkozy ne cesse d'augmenter ou de créer, 22 depuis son arrivée à la présidence de la République, et ne pouvant bénéficier des aides sociales accordées aux plus pauvres que, pour la première fois dans l'histoire contemporaine de la France, les jeunes ne peuvent espérer avoir un destin plus agréable, plus souriant que celui de leurs parents. L'insécurité. La société des années 50 et 60 était sûre. Le niveau d'insécurité n'avait jamais été aussi bas, conséquence d'une excellente éducation et d'une justice sévère. Aujourd'hui, ce sont plus de 8 millions de crimes et délits qui sont commis tous les ans, conséquence de la défaillance du système répressif tout entier et d'une immigration sans cesse accrue et généralement inassimilable. La peine de mort abolie, les travaux forcés abolis, la prison à vie abolie, les crimes les plus ignobles ne sont pas punis à la hauteur de ce qu'une justice digne de ce nom exigerait. Quant à la délinquance en col blanc, la corruption, elle s'est généralisée à tous les niveaux du pouvoir politique. L'état de décrépitude de la moralité publique est tel que les Français ne s'en révoltent même plus. Les révélations sur les causes probables de l'attentat de Karachi, qui a causé la mort de 11 Français et qui semble mettre en cause les plus hautes autorités de l'État. Les affaires Bettencourt, qui ont défrayé la chronique pendant plusieurs mois, mais n'ont abouti qu'au départ d'un ministre qui a aussitôt réintégré son poste de député, est très évocateur de la résignation de nos compatriotes face à une classe politique qu'ils savent corrompue dans son immense majorité. Les affaires révélées ne sont que quelques gouttes dans un océan de trafics et de magouilles. La seule force de résistance à cet effondrement a été incarnée depuis plus de 30 ans par le Front National. Et c'est pour cette raison que rien ne nous a été épargné. Nous avons été les cibles de toutes les provocations, de toutes les manipulations. Alors qu'en 1984, le Front National entamait une ascension politique extraordinaire, 2 mois avant les élections européennes, de prétendues révélations sur des tortures auxquelles j'aurais participé en Algérie font la une de la presse. Le 4 mai 2002, la veille du 2e tour de l'élection présidentielle, après 2 semaines de calomnie dans un climat de guerre civile, ces pseudo-révélations sont republiées. En 1986, 9 jours avant les élections législatives, un militant socialiste est tué par un étrange commando qualifié d'extrémiste de droite. En mai 90 a eu lieu alors la plus ignoble des manipulations. Au cimetière de Carpentras, le cadavre d'un homme de confession juive a été déterré. Ce crime odieux a été immédiatement mis à notre compte par les autorités. Tous les politiciens et même le chef de l'État d'alors, peut-être pour faire oublier à la postérité qu'il avait été décoré de la Francisque par le maréchal Pétain en personne, se sont rejoints dans une manifestation où les appels au meurtre à mon endroit et à l'endroit des militants du Front National n'ont soulevé aucune protestation. Cet événement a fourni aussi le prétexte au communiste Guesson pour faire adopter au Parlement une loi liberticide réduisant plus encore la liberté de parole dans notre pays. Ce n'est pas tout. En février 1995, à Marseille,
Lors de la campagne électorale de la présidentielle et des municipales, un de nos militants, agressé lors d'un collage, se sentant en danger, tue accidentellement un Comorien. Notre militant est mort en prison et la presse s'est déchaînée pendant des mois sur lui et sur la haine qu'auraient véhiculé nos idées. Toujours en 1995, 4 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, un Maghrébin est jeté dans le port du Havre par de jeunes néo-nazis. Le crime nous est immédiatement imputé. Quelques jours plus tard, le 1er mai 1995, entre les deux tours, un Marocain est poussé dans la Seine par des skinheads. Une nouvelle campagne de presse a eu lieu et aujourd'hui, une plaque commémore cet événement. Nous aimerions qu'il en soit ainsi pour chaque Français assassiné. En mai 1997, 5 jours avant les législatives, alors que je me rendais dans le cadre de la campagne à Mantes-la-Jolie, dans le plus strict respect des lois et de la démocratie, des manifestants gauchistes, à la tête desquels se trouvaient des députés socialistes, nous ont agressés. M'étant défendu, j'ai été condamné à l'inéligibilité. Le procès s'était d'ailleurs tenu en février 1998, comme par hasard, un mois avant les élections régionales. On a, dans notre République, le sens du calendrier de la provocation. En avril 2007, 3 jours avant la présidentielle, 52 tombes musulmanes et un ossuaire du cimetière militaire de Notre-Dame de Lorette près d'Arras sont profanés dans la nuit. À chaque fois, nous avons été plus ou moins directement, ignominieusement désignés comme coupables. La diabolisation dont nous avons été les victimes a souvent même pris une expression officielle, comme quand Juppé, alors Premier ministre, au sein même d'un lycée à Montpellier, a défini le Front National comme un parti raciste, xénophobe et antisémite. Cette diabolisation cessera quand cesseront de nuire les diffamateurs, c'est-à-dire quand le peuple décidera de ne plus leur accorder sa confiance et de les renvoyer chez eux. La volonté de défendre la nation, mais aussi la vérité, explique que nous ayons été diffamés pendant 30 ans et que nous avons subi le complot du silence en nous excluant des hémicycles tels l'Assemblée nationale, susceptibles de porter plus haut notre message. Parallèlement, le Front a été victime d'une véritable persécution judiciaire et médiatique orchestrée par la police de la pensée. Du rafour crématoire, détails de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, inégalité des races. Tous mes propos ont été détournés de leur sens réel afin de me juger pour blasphème en sorcellerie parce que je refusais de me soumettre à la dictature de la police de la pensée. Pour paraphraser Kipling, j'ai dû supporter d'entendre mes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et entendre mentir sur moi leur bouche folle sans mentir moi-même d'un mot. Cette cabale permanente, en plus des conséquences sur l'opinion de nos concitoyens à notre endroit et sur la réalité de notre projet politique, nous a coûté une énergie folle et des sommes considérables dans le but de nous ruiner et de nous forcer à nous taire. Mais je n'ai pas été le seul à avoir été frappé par la police de la pensée. Bruno Gollnisch, après avoir été exclu de l'université,
où il enseignait depuis des années et pour laquelle il avait même été doyen, a dû aller jusqu'à la Cour de cassation pour se faire blanchir au bout de 5 ans des accusations suprêmes de contestation de crimes contre l'humanité. Il est vrai qu'il avait osé demander que la recherche historique soit libre. Quel crime! Quant à Marine Le Pen, les beaux esprits se sont émus qu'elle qualifie d'occupation la présence de musulmans priant sur l'espace public et empêchant ainsi toute liberté d'aller et de venir sur un territoire de la République. La technique de sidération politique qui consiste à qualifier et à dénoncer toute prise de position sortant du champ de la pensée unique de dérapage, terme très éloquent, puisqu'il signifie ne pas aller dans le droit chemin, a permis de nous écarter jusqu'ici du pouvoir. La vieille méthode du terrorisme intellectuel a fonctionné à plein régime pour disqualifier toute position pouvant amener les Français à une prise de conscience de l'état de délabrement de notre société dans le seul but de maintenir les élites politiques et économiques au pouvoir. J'entendais, comme d'autres que lui, M. Darcos dire hier soir, oui mais c'est vrai le Front National, l'immigration, l'insécurité, mais dans le domaine économique et social, son projet n'est pas crédible parce que, messieurs, depuis 30 ans, aussi bien gauche que droite, votre manière de gouverner l'économie française est-elle crédible, elle ? Ceux qui nous gouvernent, s'ils ne savent pas gérer le pays et le défendre et lui conserver son héritage, savent bien user des méthodes les plus vicieuses pour se maintenir en place. Mais la décadence de la France est tellement avancée qu'il n'y suffit pas. Alors, gouvernements de droite comme de gauche ont usé des plus médiocres artifices électoraux pour conserver leur prébande, notamment par la modification continuelle des modes de scrutin. En 1986, pour éviter que leur déroute électorale annoncée ne soit trop violente, et non pas, comme le prétendent certains idiots, pour favoriser le Front National, Mitterrand avait introduit un mode de scrutin proportionnel aux élections législatives dès la nomination de Chirac en 1986. Au ministère de l'Intérieur, le ministre Pasqua, se livrant à un charcutage électoral, assurant à la droite des affaires un avantage sur les partis concurrents et fit réinstaurer un scrutin législatif majoritaire. Faisant suite au régional de 1998, constatant la progression de notre influence dans le scrutin régional, le gouvernement UMP a décidé d'introduire pour les élections de 2004 une prime à la liste arrivée en tête. Voulant nous exclure du jeu politique, ils ont réussi à perdre la quasi-totalité des conseils régionaux qu'ils dirigeaient jusque-là, ignorant une règle fondamentale qu'on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. Pour les élections européennes de 2004, afin de réduire le nombre de députés européens du Front National, la France a été divisée en plusieurs circonscriptions régionales. L'actuel projet de fusion des conseils régionaux et généraux n'oublie évidemment pas de faire en sorte d'écarter la possibilité d'une place proportionnelle à leurs résultats aux élus du Front National. Et tout récemment, en décembre dernier, il y a quelques jours, un décret ministériel très discret a fait passer le pourcentage des inscrits nécessaires pour accéder au deuxième tour des élections cantonales de 10 à 12,5% des inscrits, soit une augmentation d'un quart. En considérant le taux de participation des dernières élections, il faut totaliser entre 17 et 20% des suffrages pour être présent au second tour, ce qui ne manquera pas d'éliminer nombre de candidats UMP. Comment dans ces conditions s'étonner que les Français se détournent de l'exercice démocratique, puisque tout est fait pour que seuls les grands partis et leurs alliés
puisse disposer de représentation, excluant par là même toute une frange sans cesse croissante de la population, alors que les politiciens français se gargarisent de démocratie à longueur de temps, allant même jusqu'à donner des leçons aux dirigeants de la planète entière. Pourtant, cette ultime magouille électorale pourrait bien se retourner contre eux dans de nombreux cantons, entraînant leur élimination dès le premier tour et nous permettant de faire élire des conseillers généraux du Front National. Il est vrai que quelques naïfs pensent encore que ne pas aller voter est un acte de rébellion qui ennuie les élites en place. Rien n'est plus faux. Qu'ils soient élus par 90% des citoyens ou par 15%, cela leur importe peu pourvu qu'ils soient élus. Le seul acte politiquement subversif, le seul vote utile, la seule action utile susceptible de secouer notre République bananière, c'est de voter Front National. Les autres votes sont inutiles. La preuve la plus évidente, c'est que dès que nous sommes susceptibles de l'emporter, ils se désistent ou se soutiennent mutuellement en appelant à un prétendu front républicain, comme ce fut le cas en 2002, où il y a 1 an et demi, lors des municipales d'Hénin-Beaumont, ville de 26 000 habitants. L'alternance entre sociodémocrates et libéraux conservateurs est illusoire, car elle ne relève que d'une question de degré, certainement pas de nature, alors que c'est à une rupture radicale d'orientation politique que le Front National aspire depuis près de 40 ans. La France, autrefois si fière d'être maîtresse de son destin, a aussi abandonné son indépendance politique aux archontes de Bruxelles, son indépendance monétaire à la Banque centrale de Francfort, son indépendance budgétaire aux bourses de Londres et de New York, son indépendance de sécurité politique à l'immigration. Quand M. Sarkozy, grand ami de Ben Ali, lui refuse l'asile en France, ce qui prouve que M. Sarkozy est un bon ami dans le succès, un mauvais ami dans la défaite. On apprend que la vraie raison de ce geste, c'est la crainte du gouvernement français des manifestations de Tunisiens en France. Et il est vrai qu'il nous est dit que rien qu'à Marseille, il y a 40 000 Tunisiens. S'ajoute à cela le phénomène absolument incroyable et inacceptable de la double nationalité, qui fait que tous les criminels dont on parle dans le monde sont franco quelque chose. Franco-péruvien, franco-italien, franco-turc, etc. Et que près de 800 000 Algériens ont eux un droit que nous n'avons pas, puisqu'ils peuvent élire à la fois le président de l'Algérie et aussi le président de la France. Mon entrée dans la vie d'homme, juste avant celle de la vie politique, je la fis en m'engageant en tant qu'officier parachutiste dans la Légion étrangère en Indochine. Car alors, la France rayonnait dans le monde entier grâce à notre empire présent sur 5 continents, avec une superficie 20 fois supérieure à la France d'aujourd'hui. Grâce à cette situation, notre pays bénéficiait d'une place de premier rang dans le concert mondial des nations et pouvait diffuser sa culture à travers le globe. Et sous De Gaulle, malgré un empire abandonné, et avec quelle ignominie en Algérie, la France a su maintenir une place de premier rang puisqu'il est resté tout de même l'essentiel, la fierté d'elle-même, une certaine image d'elle-même. Aujourd'hui, regardez ce que le renoncement érigé en ligne de conduite a fait de la France. Elle a pleinement réintégré l'OTAN, dont la justification initiale était de faire face au bloc communiste qui a disparu depuis 20 ans. Notre pays est devenu le valet d'un empire américain, lui-même agonisant, et l'alignement dans l'affaire tunisienne
de M. Sarkozy sur la position de M. Obama en dit long sur les liens qui unissent notre politique à celle des États-Unis. Notre pays est devenu le valet d'un empire américain lui-même agonisant économiquement et géopolitiquement. Nous prêtons main forte à l'occupation de l'Afghanistan, comme si le danger islamiste qui nous menace provenait des montagnes afghanes, alors que nous ne sommes pas capables de maintenir l'ordre dans nos banlieues devenues un véritable cheval de Troie de l'islamisme. Nous donnons des leçons au président ivoirien Gbagbo, suivant une fois de plus les volontés américaines, alors que le référendum sur la Constitution européenne, qui a été rejeté, a tout de même été imposé après par M. Sarkozy. N'est-ce pas là une preuve de la tyrannie que d'aller contre l'expression la plus sacrée de la souveraineté nationale? Le comble de l'ignominie en matière d'assujettissement au nouvel ordre mondial a été la guerre contre la Serbie, où nos armées et notre diplomatie ont prêté main forte à la scission de notre fidèle ami, aux côtés de qui nous avions souffert lors des 2 guerres mondiales, pour créer à partir d'une région incontestablement serbe, mais devenue albanaise et musulmane après des années d'immigration, un pays indépendant, ravagé par le crime et la corruption, mais qui est devenu la base avancée de l'impérialisme américain. Tandis que s'effondrait le communisme soviétique sous le poids de ses échecs plus encore que celui de ses crimes et la menace terrible qu'il faisait peser sur la liberté et la paix du monde, entraînant de ce fait l'effondrement électoral de sa filiale, le Parti communiste dit français. Le Parti communiste, à mon arrivée dans la vie politique, faisait plus de 25% des voix et disposait de 150 députés à l'Assemblée nationale. En 1986, il ne faisait plus que jeu égal avec le Front national. Aux dernières élections présidentielles, sa candidate n'a pas recueilli 2% des suffrages. Mais ça ne les empêche pas de parader aujourd'hui, place de la République, parce qu'ils utilisent l'émotion des autres pour essayer de se mettre au premier plan. Il y avait là Mme Buffet, M. Mélenchon et quelques autres qui, faute de masse française, sont obligés d'utiliser les masses étrangères pour se faire valoir. Mais la menace du communisme a été relayée par le développement du mondialisme, nouvelle utopie totalitaire de notre temps, destructrice des nations et tremplin des grands intérêts anonymes et vagabonds. Après l'effondrement de l'URSS, c'est au tour des États-Unis, devenus seule grande hyperpuissance mondiale depuis 20 ans, de voir aujourd'hui son influence s'affaiblir. La carte géopolitique du monde est en voie de bouleversement. Les grands pays démographiquement puissants, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, imposent au monde une concurrence sans limite, puisque l'Europe a contraint ces nations subjuguées de supprimer leurs frontières. L'œil de ce cyclone est, comme il l'a été dans tous les derniers conflits, et le sera sans doute pour le prochain, le pétrole. À la France de l'après-guerre, qui faisait des enfants en nombre, a succédé une France avec un taux de natalité qui ne permet pas sa continuation. Au lieu de répondre à cette question essentielle, les dirigeants politiques ont préféré avoir recours à l'immigration de peuplement, avec une population à la natalité 2 fois plus dynamique. La transformation ethnique de la population de notre pays est visible dans nos banlieues, personne ne peut le nier, mais aussi jusque dans les plus petits villages de France. Les conséquences de ce raz-de-marée sont évidentes sur le niveau d'enseignement de nos enfants, sur le sens civique et sur l'unité de notre nation. Avec l'importance de l'immigration devenue invasion, avec bien plus de 10 millions d'immigrés en 35 ans, la France unie où s'exerçaient des solidarités naturelles de la famille, du village, du métier, a laissé place au culte de l'individualisme face auquel se replient les hommes en communauté, composés souvent de binationaux dont l'influence exacte est inconnue, dont l'importance exacte est inconnue,
mais luttant chacune pour obtenir des avantages particuliers et où se fait de plus en plus ténue la conscience d'appartenance à une seule et même nation, à devoir subir ou profiter d'un seul et même destin. Et au Front National, à l'instar de Paul Valéry, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. N'en déplaise au turiféraire de François Mitterrand, le nationalisme, ce n'est pas la guerre. C'est la fierté de porter haut pour soi et pour sa descendance les valeurs de ses ancêtres qui ont sué et saigné pour nous les transmettre. On ne peut défendre les siens dans le magma d'une société individualiste et communautarisée qui entraîne nécessairement la guerre de tous contre tous. Si l'homme est bien un loup pour l'homme, seule la nation protège le faible du fort par des lois librement consenties, car émanant d'un corps social ressenti comme légitime. Il ne peut y avoir de politique sociale sans cadre national. Au-delà de la lâcheté des hommes politiques du système qui ont trahi leur mandat, leur mission, ne vous y trompez pas. Cet effondrement a été voulu et organisé soigneusement, et avec quel succès, malgré notre résistance à une globalisation uniformatrice et contraire à la nature humaine. Tout ceci a été voulu afin d'amplifier et de mondialiser les profits, certes, mais aussi sous le poids de la haine contre une nation unique qui a toujours progressé en réussissant l'exploit d'allier le progrès matériel à l'esthétique. Durant des siècles, notre grande nation a appliqué intuitivement, grâce au génie qui en ont émané, l'idéal platonicien du beau, du bien et du vrai. Mais comment, dans un corps si magnifiquement constitué et solide, ses ennemis auraient pu s'y faire une place démesurée, si ce n'est en le brisant et en le décomposant? Ainsi, depuis la guerre de 39-45 et peut-être même depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la France n'a cessé de décliner. Quelques belles rémissions, notamment en matière économique, ont pu lui donner l'illusion de la grandeur. Elle n'a pas décliné seule d'ailleurs. L'Occident, ou ce que j'appelle le monde boréal, l'a accompagnée, minée de l'intérieur par une crise démographique qui contrastait avec l'explosion de la vitalité du tiers-monde et des ambitions que celle-ci sous-tendait. La population mondiale, en effet, est passée en un siècle et demi de 1 à 7 milliards, tandis que celle de l'Occident stagnait en vieillissant. Au lieu de s'attaquer, comme nous le préconisions en vain, sous la pluie de critiques et d'insultes des gens en place, aux fondamentaux de la décadence, notre pays, pour ne parler que de lui, se gargarisait de billevesées et de balivernes, affirmant d'autant plus fort les droits de l'homme qu'il abandonnait la force nécessaire pour les défendre et les faire triompher. L'idéologie mondialiste et son succédané européiste se glissaient dans les bottes du communisme, s'efforçant de faire du passé table rase en détruisant les structures morales et politiques du vieux monde. La nation, l'Église chrétienne, la famille, représentantes de ce qui était pourtant de simple bon sens, celui des réalités. Soi-disant pour faire l'Europe, on défaisait les nations qui avaient fait sa force et son rayonnement. On disait au peuple, l'union fait la force. Mais on lui mentait parce que l'union des faiblesses n'a jamais fait la force. En toute hypothèse, il eût fallu refaire la force de la nation et celle du peuple. Au contraire, on supprimait les frontières ouvrant notre territoire à une invasion migratoire et qui allait en 30 ans prendre des proportions inquiétantes, ne constituant pourtant évidemment que l'avant-garde d'une armée d'étrangers poussés par la misère du monde. On livrait notre économie à la concurrence féroce des pays émergents. L'armée et la sécurité publique, première des libertés, étaient mises en cause de plus en plus gravement chaque année. L'enseignement, la justice, l'emploi se dégradaient sans qu'autre chose que les discours des matamores
ne s'y oppose. Le niveau de vie miné par le chômage de masse et les déficits vertigineux de nos finances publiques, sociales ou commerciales s'abaissaient. Paradant sur les estrades mondialistes, indifférentes au bruit des casseroles qui tintinabulaient à leur basque, les organisateurs d'événements qui les dépassaient, les politiciens français, forts du succès de leur escroquerie patriotique, devenaient la risée du monde. Les groupements sociaux les plus implantés dans l'histoire de notre pays, les cheminots, les métallos, les mineurs, les dockers, se désagrégeaient en même temps que leurs syndicats. Seul le Front National, malgré une pauvreté paralysante, faisait face, tête haute et main propre, à la marée des décadences de tous ordres. Sous les quolibets, les injures, les provocations, les persécutions, l'omerta médiatique, mais aussi les trahisons, le Front National a maintenu haut et fier le drapeau de l'indépendance française. Ses électeurs ont été mis au banc de la société politique et quelquefois sociale. Les lois électorales ont été modifiées pour réduire encore sa représentation, alors qu'un scrutin antidémocratique privait plusieurs millions de Français de députés au Parlement. Au fur et à mesure, comme je l'ai dit, que le peuple se détournait des gouvernants, ceux-ci modifiaient les lois électorales. Malgré l'adversité, le Front National est là, plus fort que jamais, incarnant l'espoir du peuple français dans toutes ses couches, mais surtout dans ses couches populaires, de voir reconstruire un pays libre et prospère, consacrant prioritairement ses forces à la sécurité et au bien-être des siens. Aujourd'hui, la situation de notre nation est comparable à celle du bas empire romain, avec des barbares dans nos murs qu'on laissait entrer des élites criminelles à des fins de lucre et obsédés par la conservation de leurs privilèges. Au-delà du cas de la France qui nous tient tant à cœur, je profite de mon dernier discours en tant que président du Front National pour appeler les peuples d'Europe à retrouver leur âme, celle-ci, celle éprise de liberté, condition si précieuse qu'elle seule distingue l'homme de l'animal, le libre arbitre, au-delà des contingences naturelles. Je réitère aux peuples d'Europe et même au-delà à tous les peuples du monde qui souffrent, atteints dans leur culture, dans leur langue, dans leur mode de vie, parfois dans leur chair, par les partisans d'un empire global dont le seul mot d'ordre est le profit immédiat, patriotes de tous les pays, unissez-vous. Pour assurer le bonheur de nos peuples, il faut être courageux. Aux sources de notre civilisation, Périclès l'enseignait déjà, il n'existe pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Quand, dans l'ascension de la vie, on s'arrête pour souffler, avant d'aborder les dernières rampes, on se retourne pour voir le chemin parcouru. La perspective efface alors les détails, rabote les collines, étire les cours d'eau, étale les plaines, et l'on ne voit pratiquement plus les êtres qui peuplent l'espace, et parmi eux, même ceux qui sont proches, la famille, les amis, les copains. Le souvenir de nos compagnons, les brûlures de l'hostilité, les injustices, les diffamations, les condamnations, les déceptions, les trahisons s'effacent, s'estompent dans le flot des souvenirs. Foin des regrets et des remords, le passé fut si beau en somme qu'il ne faut blâmer le destin. Notre honneur a été celui des combattants, de ceux qui n'acceptent pas les mensonges, ni de l'esprit, ni du cœur. Orphelin de guerre, pupille adopté par la nation, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais plus français et que cette parenté supplémentaire me créait des liens plus forts avec la France et partant des devoirs plus exigeants. J'avais été élevé dans l'amour de mon pays auquel déjà, en 14-18, ma province, la Bretagne,
avait sacrifié la vie de 250 000 soldats et marins et la jeunesse d'1 million d'autres. À la maison, bien sûr, où mon grand-père, Pierre, qui avait fait à 40 ans toute la guerre de 14, et m'en racontait des épisodes, mais aussi à l'école, quelle fut celle du vicaire ou celle de mon instituteur, borgne de guerre et socialiste, et qui, en s'accompagnant au violon, nous faisait chanter « Nous aimons la patrie, étant tous bons Français, à toi, France chérie, la grandeur et la paix. » La guerre, en anéantissant nos flottes militaires et commerciales, avait tué dans l'œuf mon ambition et celle de mon père, d'être un jour officier de marine. C'est donc dans l'action civile, sociale, militaire et politique que je pouvais accomplir mon destin modeste de serviteur de la patrie. Nous ne sommes de droite que par droiture, que par amour de la patrie, bien sûr, mais aussi de la vérité, nous efforçant d'être fidèles à la règle des chevaliers, durs aux forts, doux aux faibles. Sans doute, au cours de ces années, certains d'entre vous m'ont-ils trouvé trop sévère, trop dur, mais le chef responsable n'a pas le droit d'avoir les mains molles, même si son cœur... Le chef responsable n'a pas le droit d'avoir les mains molles, même si son cœur peut l'incliner parfois à l'indulgence ou à la tendresse. Le fil conducteur de ma vie a été, à travers l'amour de la France, la profonde compassion pour ceux qui souffraient et même qui mouraient pour elle. Je suis né à cette sensibilité particulière devant le cadavre de mon père, rejeté par la mer sur une plage, où j'avais, avec ma mère, dû le reconnaître à un tatouage qu'il portait au bras. J'ai souffert de tous les morts de la guerre, combattants, déportés, civils tués dans les bombardements, mais aussi après la libération des excès meurtriers de celle-ci. En Indochine, les 90% de prisonniers de Dien Bien Phu, morts de misère et de mauvais traitements, le disputaient dans mon cœur aux milliers de catholiques du Tonkin, s'accrochant à la peinture de nos bateaux et que nous abandonnions déjà. Et puis, ce fut l'Algérie. J'étais le président de l'UDJF, l'Union des jeunes du mouvement Poujade. Nous étions 6 au bureau politique, tous en Algérie. 3, Olivier Évrard, Jacques Martin, Bernard Lemonnier ont été tués comme sous-lieutenants. 2, grièvement blessés, dont le parachutiste Alain Jamet. 6, décorés. Mon colonel, Jean-Pierre, tué au feu. Les 80 morts de la rue d'Isly, mitraillés par des balles françaises, mes camarades légionnaires fusillés. Quand mon ardeur ou mon espoir faiblissait, la Camarde venait me tirer par la main pour aller saluer nos militants tués ou blessés en service d'ordre ou d'affichage. Le cadavre déchiqueté par une bombe piégée du professeur François Duprat. Et puis, les paras ensevelis dans les ruines du Drakkar, au Liban, ou encore les 2 jeunes gens assassinés il y a quelques jours par les islamistes d'Al-Qaïda seulement parce qu'ils étaient français. C'est Jeanne d'Arc qui exprime cette pensée sublime. Chaque fois qu'a coulé le sang français, j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Parce que j'ai eu la chance d'être un orphelin qui a connu pendant la guerre la faim, le froid, la peur. Parce qu'il m'est arrivé un soir de Noël de rentrer à pied du quartier latin à la Villa Poirier dans le 15e, faute d'un ticket de métro. Ayant travaillé dur, manuellement, comme mineur de fond ou comme marin-pêcheur, me souvenant de ma mère penchée sur sa machine à coudre pour ajouter 4 sous à sa maigre pension de veuve de guerre, je sais ce que sont la pauvreté, la gêne. Et même si ma vie a changé,
je n'ai jamais oublié ceux qui étaient dans la misère ou l'adversité. Et c'est pour eux, d'abord, et pour éviter que notre peuple ne soit un jour dans la misère ou en servitude, que je n'ai jamais cessé de me battre et d'espérer. C'est avec vous que j'ai pu le faire, et je sais que la présence du Front National dans la vie politique est un réconfort et une espérance pour des millions de nos compatriotes. S'ils le veulent, il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard, de nous rejoindre, de s'engager pour la bataille décisive qui ouvrira pour la France une ère nouvelle. Avec vous, avec nous, vive la France, vive le Front National. Jean-Marie Le Pen vient donc de prononcer son dernier discours en tant que président du Front National. Les 24 000 adhérents ont choisi entre Marine Le Pen et Bruno Gollnisch et le résultat sera officiellement connu demain matin. Vous pourrez bien sûr le suivre en direct sur les chaînes parlementaires à partir de 10h. Nous serons sur place à Tours avec des invités pour vous faire vivre en direct ce congrès. Et demain à 15h, vous suivrez le premier discours du nouveau président. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.